Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est iWeek comme tous les mardis soirs, 20h, 21h, on est en direct, c'est toute l'actu de l'écosystème Apple en live. Je suis très heureux de vous retrouver avec mes copains, mes camarades. Le casting change un petit peu tous les mardis, mais ils sont au rendez-vous et je vais tout de suite vous rappeler qui ils sont. On va commencer par toi, Eddy. Salut, Eddy Magnette. Bonsoir Benjamin, comment ça va? Eh ben ça va bien, et toi dans le Nord? Très bien, hein, très bien. Le temps est un peu pourri, mais sinon tout va bien. Eh ben écoute, tant mieux, je te rassure, il fait un temps aussi merveilleux à Paris aujourd'hui. On a eu de la flotte toute la journée, mais c'est pas grave, on est ensemble, c'est bien l'essentiel. On partage ça aussi. Absolument, on partage ça aussi. On va saluer aussi Gilles Dounès. Salut Gilles. Oh, je ne t'entends pas Gilles. Ça, c'est le grand classique. Et comme si vous avez coupé le son pour le générique, je suis ravi de retrouver Eddy Magnette qu'on a décollé de la porte de son réfrigérateur. Ah mince, je voulais faire cette vanne, t'as pas le droit. Oui, et c'est marrant, c'est pour la première fois que j'ai pensé aussi à cette consonance. Elle est un peu facile celle-ci. Hein. Elle est un peu facile, facile. Arrête la maternelle. Donc, on va trouver mieux la fois prochaine. Absolument. Donc, Eddy Magnette, tablettetactile.net. Gilles Dounès, ancien rédacteur en chef de Mac+. Très heureux de te retrouver dans iWeek aussi, Gilles. On va saluer aussi Guillaume Jette. Oui. Ça fait Bioman un peu. Voilà, c'est notre Super Mario à nous, Guillaume. Comment ça va? Ça roule. Ça roule. Bon, t'étais pas très loquace ce soir. Non, je tentais que tu lances la suite. Ah bon, d'accord. Je pensais déjà à la suite justement, mais avant ça, il faut absolument qu'on salue l'un des piliers d'iWeek, c'est Elie Abitbol. Salut Elie. Voilà, je fais le pilier. Salut, bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Bon, décidément, vous répondez pas à mes questions ce soir. Vous voulez pas répondre ce soir? Bon, vous m'entendez? Tu m'entends, Elie? Oui. Ah bon, comment ça va alors? Écoute, très bien, ravi d'être là. Non, je disais bonjour, ça a dû se entrecouper. Donc, je suis ravi d'être là et tout va bien par ici. Eh bien, écoute, tant mieux. Moi aussi, je suis ravi d'être avec vous. La semaine a encore été un petit peu chargée. Mais voilà, c'est notre moment de détente à nous aussi. On va peut-être faire un premier... Je vais vous poser une question assez ouverte à tous les quatre. Quel a été pour vous l'événement essentiel de cette semaine de la fin du mois de novembre dans le monde de l'écosystème Apple? Évidemment, on va pas revenir sur les autres événements de l'actualité. On pense tous à la même chose. Eddy? En ce qui me concerne, assez égoïstement, je vais parler de l'iPad Pro puisque je l'ai depuis le début de la semaine. Oh non, on a déjà parlé plein de fois la semaine dernière. Et du fameux bug de l'iPad Pro. Ah oui. Gilles? Même s'il il ne m'impacte pas, est quand même un peu... quand même assez gênant, on va dire. Ouais. Bon, on va en reparler. Gilles, raconte-nous un peu ce qui t'a marqué cette semaine. On y reviendra évidemment. Alors, je ne sais pas si c'était cette semaine, mais le hiatus entre les parts de marché en volume qu'on a attribué à Samsung et les parts de marché en valeur que Trust Apple à plus de 80% et qui font que les revenus, la rémunération des hauts cadres de Samsung a été revue à la baisse et celle du Samsung Electronics, du PDG de Samsung Electronics, a même été divisée par 4. Et bien justement, on va en reparler, Gilles. Guillaume Jette, toujours à l'affût, évidemment, de l'actu. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Je ne t'entends pas, Guillaume. J'ai coupé, en fait. Ah,
Le truc le plus marquant pour moi, c'était, alors c'est pas la semaine passée, mais c'était la semaine d'avant. On l'a pas traité la semaine dernière pour différentes raisons, sur lesquelles on reviendra pas. Le gros bug du Mac App Store, qui a eu beaucoup de soucis pendant pendant presque une journée, 2 journées. C'était un peu la galère et j'aimerais bien revenir un petit peu dessus, ouais. Bon, est-ce que c'est un bug qui t'a, toi, gêné directement? Non, pas moi directement. Il y a quand même pas mal de gens impactés. Et en fait, ça remet pas mal de choses en. Il y a pas mal déjà de discussions sur le Mac App Store et sur son fonctionnement et sur les problèmes qu'on rencontre dessus, que les développeurs rencontrent dessus. Et je pense que ce serait peut-être pas mal de revenir là-dessus. Eh bien, écoute, on va le faire, ça tombe très très bien. Et puis, on va finir avec le maître, notre empereur à nous, Eli. Bon. Yoda. Bah écoute, J'ai pas dit Yoda, non. tu m'entends? Qui a dit Yoda? Ouais, je t'entends, Eli. Ok, bah écoute, non, cette semaine a été très calme pour moi. J'ai pas trouvé de grandes nouveautés. J'étais très déçu en préparant justement l'émission. J'ai cherché un peu partout, j'ai fouillé partout et j'ai pas trouvé de trucs super excitants. Bon, un produit, alors, bon, tant qu'à faire un petit coup de gueule, et c'est un produit dans l'écosystème Apple, mais cette fois-ci, c'est pas Apple. Mais je ne sais pas si c'est une tendance générale que tout le monde nous sort des produits un peu à l'arrache et pas finis. Donc, Philips a sorti enfin son bridge compatible compatible HomeKit et donc Siri. Et c'était un produit extrêmement attendu. Donc, il nous l'avait annoncé en début d'été, il nous l'avait annoncé pour septembre, finalement, il est arrivé en novembre. Donc, il est arrivé, je l'ai installé et je suis très déçu parce qu'il marche, mais il n'est pas compris par Siri. C'est-à-dire que normalement, un produit comme ça, tu es censé dire allume le salon, éteins la cuisine, ou allume telle lampe, ou mets tel scénario, etc. Et ben, ce qui se passe, c'est que Siri ne comprend pas ces commandes. Et si vous voulez, on en parlera un peu plus après. Je vous donnerai 2-3 détails rigolos. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Bon, ben voilà, il y a de quoi faire. Hein. On va peut-être commencer direct par l'iPad Pro. Ça a été notre grand sujet de la semaine dernière. On va peut-être démarrer avec toi, Eddy. Donc, raconte-nous un petit peu à la fois tes plaisirs et tes déconvenus avec cet iPad Pro. Bah, des déconvenus. Pendant que Guillaume fait le ménage. Comme je le disais tout à l'heure, donc il y a un petit bug donc, qui impacte l'iPad Pro qu'Apple a reconnu et sur lequel, a priori, Apple va travailler. Donc il y aurait certainement une mise à jour prochaine d'iOS qui sera en direction de l'iPad Pro. Donc il n'y a pas vraiment de déconvenu, sinon que forcément il n'est pas aussi facile à utiliser et simple à manier qu'un iPad classique, mais ça je pense qu'on le sait tous à partir du moment où on l'achète. Par contre c'est vrai que l'écran, les haut-parleurs, le Pencil aussi qui accompagne l'iPad Pro, tout ça c'est quand même une belle réussite de la part d'Apple et il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant en négatif. C'est vraiment une belle machine. Seul point négatif, mais c'est iOS qui n'est pas forcément taillé, on va dire, pour cet iPad Pro. Et on peut penser que l'année prochaine, un des grands chantiers sur lequel Apple risque de travailler, c'est améliorer iOS pour l'iPad Pro, justement. Ouais. Mais tu nous parlais de ce bug, justement. Alors, le bug, pour essayer d'être concret, donc quand certaines personnes mettent l'iPad Pro à charger, au bout d'1 heure de chargement, écran noir, plus moyen donc de faire quoi que ce soit avec l'iPad, sinon faire un hard reboot et le redémarrer complètement en appuyant donc sur le bouton Home et sur le bouton marche arrêt en même temps. Alors moi personnellement, j'ai pas été touché par le bug. Donc j'ai pas été confronté directement à ça, mais a priori les forums, sur les forums, il y a pas mal de messages qui vont dans ce sens et Apple a pris la parole officiellement pour dire qu'elle était consciente du bug et qu'elle travaillait dessus. Moi j'ai eu un petit souci en fait. Oui, vas-y Elie, je t'en prie. Donc sur l'iPad Pro, je trouve qu'il se décharge très 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 vite. Et qu'après, il se charge très, très, très lentement. Donc, ce qui nous pose quelques petits problèmes. C'est embêtant. Parce qu'à chaque fois qu'on veut le mettre en démonstration, des fois, on arrive, il est à moins de 5%. Donc, on a le temps de dire au client, regardez comme il est beau. Et clac, l'écran se coupe. Donc, je me demande si le transfo n'est pas sous-dimensionné par rapport à la puissance. C'est 12 watts, non, le transfo d'iPad. Est-ce que c'est un transfo 12 watts 12 Parce qu'en Belgique, on dit ça, mais en France, on dit 12 watts. Je confirme, c'est du 12. C'est du 12 watts.
J'ai une hypothèse peut-être. Est-ce que Gilles. c'est pas un problème de puce sur les batteries? Les batteries sont de plus en plus intelligentes pour optimiser la charge et la façon de gérer la façon de gérer les petites unités, comment elles se vident les unes suite des autres. La corrélation des deux bugs pourrait plaider en ce sens, c'est-à-dire que l'électronique qui gère un peu comment dire, qui gère l'ensemble de la charge et de la décharge ont peut-être un certain nombre de défauts, ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines unités sont touchées et pas d'autres. Ouais. Bon, je jette ça en l'air. Ouais, c'est quand même très embêtant ce que vous signalez tous les deux, parce que ça donne l'impression d'un produit qui n'est pas complètement fini. C'est jamais fini. Ah ouais, enfin quand même. Je pense qu'il y aura une mise à jour. Je pense qu'il y a quelque chose dans le logiciel ou je sais pas. J'espère que c'est pas le transfo parce que là on serait embêté. Ouais. Mais je crois que Guillaume avait un commentaire là-dessus tout à l'heure. Non, c'est une question de pure curiosité parce que je ne savais pas s'ils avaient mis un transfo effectivement 10 watts ou 12 watts. La logique veut qu'ils aillent sur du 12 watts qui n'est pas fourni par défaut dans les iPads. Il faut l'acheter en complément normalement sur un iPad classique. Non, par contre, le problème de toute façon a été traqué relativement rapidement par Apple. Après, c'est comme d'habitude, c'est toujours le même souci, c'est que en test, un produit peut très bien fonctionner dans des conditions normales de température et de pression, comme on dit dans les cours de physique. Et puis une fois sur le terrain, il y a des remontées de bugs qui arrivent diverses et variées. Pour plein de raisons, ça peut être un problème électrique lié à certains transfos. Peut-être que le problème, par exemple, ne touche que les transformateurs européens en 220 volts et pas sur les 210. J'en sais rien. Enfin, c'est peut-être des choses qui peuvent arriver. Il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte qu'une fois que le produit est sur le marché, il y a des bugs qui remontent, qui n'ont pas été vus pendant les tests, parce que, comme d'habitude, il y a autant de configurations que d'utilisateurs. Mais d'un autre côté, ça ne m'inquiète pas trop, parce que je ne penche pas pour un problème purement matériel, plutôt pour un problème logiciel. Je crois aussi. Donc les problèmes de gestion d'énergie, tout ça, ça peut se corriger de façon logicielle à mon avis. Donc pour le moment, tant qu'Apple a balancé une grosse campagne de rappel sur les produits, puis ça n'est pas encore vendu, je pense, des masses, bon, c'est pas trop inquiétant. Il vaut mieux que le bug se voit maintenant, je dirais, que dans 6 mois, où là c'est plus problématique quand les gens leur donnaient, qui travaillent vraiment dessus et qui sont habitués à l'avoir. Alors il y a un autre truc. La semaine dernière, je vous repasse la main, Élie, tu nous signalais que ta première acheteuse d'iPad Pro, puisque tu es revendeur, toi, à Nice et à Cannes, c'était presque une grand-mère, une retraitée en tout cas. Oui, tout à fait. Elle est ravie avec. Franchement, elle est ravie. Mais c'est vrai que nous, plus on l'utilise, à part ces petits détails, plus on le trouve sympa. Il est vraiment très, très rapide, assez facile à manier. Donc, l'impression est plutôt positive. C'est des petites choses qui vont être corrigées. Il y a un petit truc qui va être énorme pour ceux qui vont recevoir le crayon Apple. On en a parlé la dernière fois, qui est un produit rare. C'est que ce système de dongle, qui permet c'est un adaptateur femelle-femelle pour pouvoir le charger, parce qu'il arrive avec connecteur Lightning mâle, et donc on peut le brancher nulle part pour le charger. C'est une sorte de cauchemar parce que c'est tout petit. C'est pas magnétique, ça se perd instantanément et nous avons passé la semaine à le chercher. Donc, à chaque fois, tu as beau dire je vais le mettre dans un tiroir, je vais le mettre dans une poche, etc. Mais évidemment, comme c'est tellement petit, tu le perds instantanément. Et on s'est renseigné, pour l'instant, il n'existe pas en pièces détachées. Donc, ça promet des petites choses parce que si tu l'achètes, tu le perds en 48 heures et ça te coûte 107 € de racheter un crayon qui n'est pas disponible, ça va être chaud. Ah oui, c'est pas possible. Écoute, pour l'instant, je t'assure qu'on va finir par le mettre au coffre. Ouais. Alors, on en est où de la dispo du crayon, justement? Parce que la semaine dernière, on parlait de cette pénurie et du fait que les prix s'envolaient sur eBay. On avait cité des chiffres autour de $400, je crois, la semaine dernière. C'est ça. La semaine dernière, on avait dit qu'il allait arriver. Apple nous avait dit vous en aurez dans la semaine. Donc, nous sommes une semaine après. On n'en a pas. Alors, en ce qui concerne le Pencil, moi, je vais apporter mon témoignage. Parce que j'y suis allé donc à l'Apple Store de Lille la semaine dernière, mardi de la semaine dernière, et ils en avaient reçu le mardi matin et j'en ai eu sans aucun problème. Et c'est assez marrant quand on voit qu'il y a des semaines d'attente sur l'Apple Store en ligne, alors que coup de chance, le mardi matin, il y en avait et j'ai eu le mien tout de suite.
Une autre petite info qui peut intéresser nos spectateurs et malheureusement qui n'est pas très bonne pour nous. On avait beaucoup parlé du clavier, donc de la housse clavier Logitech AZERTY compatible, etc. Et je pense qu'il y a des gens qui nous ont entendus, qui ont vu que c'était bien, etc. Chez Apple, parce que du coup, l'Apple Store a réclamé une exclusivité à Logitech et du coup, on ne l'a plus. C'est-à-dire qu'au départ, on devait l'avoir, il n'y avait aucun problème. Et puis Apple a demandé une exclue. Ouais, ils regardent tous iWeek, donc forcément, je pense que le mot est passé dès la semaine dernière, forcément. Elie, on a dit du bien, hein, qu'est-ce que tu veux. La prochaine fois, les produits vrai qu'on qu'elle va est avoir, sympa. on va dire du mal, comme ça Apple ne les voudra pas et on va les récupérer. Ils regardent tout, Apple. Ils regardent tout. Bon, je vous avais promis que l'iPad Pro serait ici, etc. Pour ne rien vous cacher, la semaine a été tellement chargée, presque aussi chargée que la semaine précédente, que j'ai pas encore eu suffisamment le temps de jouer avec pour l'apporter et vous faire un débrief complet. Guillaume, tu as quelque chose sans doute une protestation à apporter. Il y a Philippe Levent sur Twitter qui dit quand une version d'iOS adaptée, pourquoi Apple ne ferait pas un OS en fait adapté uniquement à l'iPad Pro? Alors non, parce que ils peuvent faire une version future d'iOS qui prendra partie des capacités de l'iPad Pro, mais pas un nouvel OS, parce que développer un nouvel OS en termes de tests et tout, c'est un enfer. Donc, il faut déjà qu'Apple aujourd'hui, il y a quand même 4 OS à gérer, puisqu'ils ont OS 10, iOS, WatchOS et maintenant tvOS. C'est pas pour se rajouter en plus un iPad Pro OS, donc ce serait un peu compliqué. Mais il est clair qu'aujourd'hui, tout comme le premier OS de l'iPad tirait pas parti des capacités de l'iPad, l'iOS actuellement installé sur l'iPad Pro, c'est une version standard qui ne tire pas parti des capacités de l'iPad Pro. Ouais. Donc ça, il va falloir attendre un petit peu, je pense, l'année prochaine pour avoir quelque chose. Peut-être qu'il y aura une mise à jour intermédiaire d'iOS qui sortira, qui en tirera un peu mieux parti. Mais à mon avis, l'iPad Pro on va vraiment pouvoir en tirer la quintessence à partir, je pense, de l'année prochaine. Alors c'est un peu embêtant parce que ça vient de sortir, mais comme souvent en fait avec le matériel, l'avantage c'est que le logiciel pourra évoluer et tirer mieux parti capacité effectivement de l'iPad Pro. En ce qui concerne la dispo, la semaine dernière, tout le monde avait hurlé à la mort en disant c'est intolérable etc., etc. Mais c'est pas la première fois que quand il y a un pipeline énorme où les produits se bousculent à la fin de l'année, c'est pas la première fois qu'Apple a des problèmes de livraison et de time to market pour parler franglais. Il y a 2 ans, il faut se souvenir que la dispo du Mac Pro a été assez catastrophique et l'année précédente, la nouvelle version du design de l'iMac 27 avait été assez problématique pour des problèmes de fabrication également. Bon, est-ce qu'on en reste là cette semaine donc pour l'iPad Pro? Ça suffit, hein, tu es d'accord avec moi, Guillaume? On parle de l'iPad Pro depuis 2 semaines, ça suffit maintenant. Je vais juste passer une petite annonce. Ah bon? Je vends mon iPad Pro. Cet accessoire. À qui le veut? Tu le revends? 500 €. 400 € sur eBay. Non, je plaisante, c'est une plaisanterie. Mais c'est vrai que, par contre, moi j'invite quand même les gens, de temps en temps, à passer à l'Apple Store physique, s'ils ont un Apple Store près de chez eux, pour aller voir justement si ils n'ont pas reçu du stock. Parce que, je veux dire, si moi j'ai eu cette chance, je pense que d'autres peuvent avoir exactement la même chance, quoi. Et c'est vrai que c'est dommage d'acheter un stylet à 400 € sur eBay, comme j'ai pu voir certaines annonces, alors que, bon, il ne coûte que 100 €. C'est vrai, après tout. Même le prix vous fera rire, comme disaient les nuls. Petite question, c'est une boutade évidemment, mais est-ce que l'un de vous a testé la Dragon à 15 €? Non, encore. Non. Eh bien, la semaine prochaine, je vous propose le test de la Dragon à 15 €, puisque je l'ai. Ah bah oui. Eh ben. Je sais, je vais pas m'en vanter très longtemps. Bon, on va entrer dans le reste de l'actu Apple. On va prendre les sujets d'actu comme on les a notés. On a un message de Jean-Christophe Vigne. Oui, alors d'accord. Qui dit mais oui, on a hurlé à la mort et on continuera. C'est même pire parce que ce n'est pas la première fois. Absolument. C'est l'occasion de saluer tous ceux qui sont avec nous en direct ce mardi soir. Je crois qu'on a eu quelques secondes
Voilà, vous nous avez peut-être perdu au tout début de l'émission si vous nous regardiez sur les box, mais c'est arrangé et vous nous voyez à présent partout. Désolé pour ce mauvais départ, voilà, mais l'émission sera évidemment complète en replay si vous le souhaitez. Donc bienvenue à tous, merci d'être là comme tous les mardis soirs. On est en direct si vous nous regardez en ce mardi 20h20, profitez-en, envoyez-nous vos messages via Twitter avec le hashtag iWeekTV que vous connaissez. Nos experts, nos spécialistes, nos fins limiers sont là aussi pour vous aider, pour vous répondre et pour peut-être vous conseiller. Vous êtes déjà très nombreux sur Twitter. On retrouve pas mal de nos fidèles comme Philippe, Pimous, Joël, Titou. Voilà, ils sont là, Kael, Céline. Voilà. Merci d'être au rendez-vous. On compte évidemment sur vos réactions. On guette vos tweets avec le hashtag iWeekTV. On va entrer dans cette actu, alors à la limite de l'actu purement Apple et du reste de l'actualité, puisque on sait que l'une des batailles en ce moment tourne autour du chiffrement des communications, des mobiles, des systèmes d'exploitation. Guillaume, je sais que c'est un sujet auquel tu es extrêmement sensible, et Tim Cook a de nouveau dit qu'en gros on pouvait pas offrir une porte arrière aux bons et qui servirait pas potentiellement aux méchants. C'est toujours le même problème en fait. Ah ouais. Si vous voulez des clés supplémentaires dans votre maison, si vous donnez des clés supplémentaires, à qui vous les donnez ? Est-ce que vous pouvez faire confiance à votre voisin pour lui dire ok, tu viens arroser les fleurs, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il ne va pas aller aussi regarder ce qu'il y a dans votre frigo, voir dans votre coffre-fort ? Donc, est-ce qu'on peut juste... Le problème du chiffrement, c'est qu'aujourd'hui, Apple vend ses appareils en disant ils sont très sécurisés et personne, à part vous, peut consulter les informations de votre appareil. Par exemple, la communication iMessage est extrêmement sécurisée. Apple n'a pas les moyens d'aller regarder ce qui se passe dans l'appareil et au niveau de la communication entre les appareils. Et donc, du coup, les gouvernements, ça leur plaît pas trop parce qu'ils disent « Mais oui, mais attendez, oui, les gens peuvent donc cacher des choses au gouvernement et c'est pas bien. Et les terroristes peuvent utiliser ces moyens de communication pour pouvoir faire leurs actes horribles. Donc, si vous êtes contre le chiffrement, si vous êtes pour le chiffrement, vous êtes pour les terroristes. » Je résume un peu le syllogisme, mais c'est à peu près ça. Vous êtes utilisé du chiffrement, donc éventuellement, vous pouvez être aussi un terroriste en puissance. C'est évidemment un argument qui est ridicule. Le fait est qu'aujourd'hui, Apple, mais pas qu'Apple d'ailleurs, aujourd'hui, tous les gros constructeurs américains sont vent debout contre tous les gouvernements qui aujourd'hui disent le chiffrement, non, ça ne nous intéresse pas. Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'à une époque, dans les années 90 jusqu'en 2000 à peu près, le chiffrement qu'on avait à l'époque, chiffrement 128 bits, était considéré comme un armement militaire au niveau de la France. Sûr. Et d'ailleurs, Ali, tu te souviens, les premières bornes AirPort, on ne pouvait pas utiliser avec un chiffrement supérieur à 40 bits, et même c'était soumis à une autorisation de l'armée, en fait, si vous voulez utiliser une borne AirPort à l'époque. À l'époque, le mot Wi-Fi n'existait pas encore, donc je parle dans les années 99-2000. Ouais. Et il y a eu un moment, le gouvernement français a décidé de retirer ces demandes. Il n'y avait plus besoin de faire une déclaration préalable pour utiliser du Wi-Fi, ou d'utiliser du chiffrement 128 bits, ça a été progressivement retiré. Oui, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les gouvernements divers et variés, par exemple le gouvernement anglais, dit est en train de proposer une loi qui dit, grosso modo, si vous avez un appareil qui est chiffré, si vous vendez des appareils qui proposent du chiffrement, vous serez obligé, vous constructeurs, à pouvoir donner les clés au gouvernement si on a besoin. Grosso modo, c'est ça. Et Tim Cook a dit non, et ça va poser trop de problèmes, et tout le monde est à peu près d'accord au niveau de l'informatique pour dire c'est dangereux. C'est dangereux parce que oui, les bons, entre guillemets, pourront avoir accès aux données, mais demain, on ne sait pas qui sera les bons et s'ils seront toujours aussi bons. Et il y aura toujours la tentation d'aller faire beaucoup plus que simplement regarder, comme je disais, d'aller arroser les plantes si on a les clés de la maison. Ouais. L'enjeu, c'est de pouvoir intercepter les communications des méchants. Oui, alors il y a ça. Il y a l'enjeu, le premier enjeu, c'est de dire intercepter les communications. Alors, ce qui est très drôle, c'est que le gouvernement, par exemple, pas drôle, je ne vais pas utiliser le mot drôle, c'est pathétique. Là, actuellement, le gouvernement français dit arrose sur le chiffrement, alors que, par exemple, il est avéré que les terroristes qui ont fait leurs actes du 13 novembre communiquaient par SMS, les SMS n'étant absolument pas chiffrés. Il faut le savoir. Ça communique en clair, en veux-tu, en voilà. Donc, mais on a utilisé que le chiffrement, on utilisait cet argument-là, des attaques terroristes, pour dire encore, il faut augmenter l'attaque sur le chiffrement. Et donc, il y a la communication, et puis le chiffrement des appareils eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, Apple dit, OK, vous avez un iPhone sur iOS 8 ou 9,
Nous, on ne sait pas le déchiffrer, on ne sait pas l'ouvrir. C'est-à-dire que s'il y a un mot de passe dessus, ben, tant pis, on peut pas ouvrir la communication, on ne sait pas faire. Voilà, tout simplement. C'est quoi Et la ça, non plus, ça solution? plaît pas. C'est quoi la solution, Guillaume? Ben, la solution, c'est qu'il faut accepter que le chiffrement reste une solution qui pourra être utilisée autant par les méchants que par les gentils, entre guillemets. Et là encore, je mets entre gros guillemets la notion de méchant et de gentil, n'est-ce pas? Mais que la vie privée doit prévaloir sur... Le respect de la vie privée doit prévaloir réellement sur toute autre considération. Et il ne faut pas utiliser la peur d'attentats terroristes ou autres pour dire on va restreindre la liberté des gens. Ce qui est exactement ce qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé avec le Patriot Act aux États-Unis, et qu'on est en train d'essayer de faire la même chose également en France, à savoir, OK, dans les cas de crise, et même sans cas de crise, aujourd'hui, on va faire en sorte de restreindre vos libertés. On ne veut plus que vous ayez une vie privée réellement. Et ça, c'est très dangereux. Dans une nation qui se dit démocratique et dont le slogan, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est plus que dangereux. Bon, voilà, je pense qu'on a, oui, c'est pas au chiffrement. je pense qu'on a bien eu ton point de vue, Guillaume. Est-ce que vous êtes tous sur la même fréquence là, sur ce sujet? C'est qu'il y a un problème extrêmement concret auquel sont confrontés pas Guillaume, mais Google et Apple, c'est que la problématique du marché anglais n'est pas seule. Il y a les Chinois, de façon extrêmement concrète, qui peuvent dire oui, mais pourquoi pas nous? Et à ce moment-là, ce sont des dissidents et des gens tout à fait respectables qui risquent d'être mis en difficulté. Et d'autre part, c'est la surveillance et tout miser sur le chiffrement et la surveillance électronique est un truc de feignant pour le renseignement, dans la mesure où ils pensent que ça les dispense de faire du renseignement humain et de surveiller correctement les gens qui sont dangereux et dont ils ont la charge de surveiller, et qui sont passés totalement sous les radars. Ils ont pu aller et venir, traverser les frontières sans être inquiétés. Bon, voilà, sujet évidemment extrêmement complexe qui met en jeu à la fois les fabricants, les États, les services de renseignement. On ne va pas régler la question dans eWeek en 5 minutes, mais évidemment, c'est une question d'actualité, surtout en ce moment. On va revenir... Il y a notre camarade Jean-Christophe Vigne qui dit « Je regrette de ne pas être en ligne pour exprimer mon profond désaccord avec l'ami GG en ce moment. » Eh ben, tant pis pour toi. Et tu reviendras peut-être dès la semaine prochaine, Jean-Christophe. On est déjà 5 en ligne et... C'est déjà pas mal, comme quoi vous vous bousculez pour participer à eWeek. Je suis vraiment très, très flatté et on t'embrasse à San Francisco, Jean-Christophe. On te retrouvera sur place très bientôt. On va revenir à une actu plus produit du côté de chez Apple avec ce dock pour l'Apple Watch. Alors, une station de recharge, qu'est-ce qu'elle a de plus que le simple câble à induction qui est livré avec l'Apple Watch, Ellie? Eh bien, écoute, d'après les commentaires des experts, parce qu'on ne l'a pas reçu, même s'il est censé être disponible, il semblerait que Johnny Ive était drogué quand il l'a conçu, si tu lis certains tweets qui sont passés. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour être plus sérieux. En fait, elle est très très jolie, ça ressemble un peu à une soucoupe volante. Il y a aussi des tweets qui disent que Johnny Ive a pris comme modèle l'Apple Campus 2 pour la faire. Mais bon, grosso modo, c'est une petite plateforme circulaire qui a 2 positions, c'est-à-dire que soit tu poses l'Apple Watch dessus à plat, soit tu peux relever le connecteur pour la mettre en mode table de nuit. Et ce qui explique un peu son prix qui est assez élevé, c'est qu'Apple fournit un câble de recharge de 2 mètres pour qu'on puisse la poser sur une table de chevet et en même temps aller au transfo. Donc, comme ce câble-là doit coûter 45 €, je crois, au moins, si on rajoute le prix du dock, voilà, ça donne les 90 € du produit. Bon. Mais il est livré sans chargeur. Hein. Oui, sans chargeur. Câble, mais pas de chargeur. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous pensez? Sinon, elle est toute blanche et il n'y a rien d'autre à dire qu'elle est articulée et voilà, point. Bon. Il y a une demande il y a une demande pour ce produit, Ellie? Pas encore, parce qu'on ne l'a pas vraiment montré. Je pense que oui, pour les gens qui peuvent s'acheter une Apple Watch à 1000 et quelques euros, voire plus, 100 € ou 99 € ne les fera pas trop hésiter. Sinon, il existe des produits qu'on a en stock aujourd'hui
qui font la même chose en moins joli, mais grosso modo, ça vaut 19 €. Oui, j'en ai trouvé un, moi, à 12 € sur Amazon. Ouais. Sans le câble. Sans le câble. Bon, on la voit là sur cette image que je vais vous passer, cette station de recharge. Voilà. Voilà. Oui. Elle a l'air assez jolie. Assez jolie. Dès qu'on en aura une, on pourra en parler, j'espère, la prochaine fois. Absolument. Alors, le câble de charge est à 35 € pour 30 cm de câble. Ok. Bon, du côté d'Apple Pay, toujours pas d'Apple Pay en France. En revanche, ça bouge globalement pour Apple Pay. Tout à fait. Oui, en Chine, apparemment. Oui. Il y a pas mal de petites annonces. Il y a pas mal de rumeurs. C'est plus facile de discuter avec les quelques grandes banques et du coup avoir un accord, alors qu'en France, c'est pas les mêmes accords qu'en Angleterre, c'est pas les mêmes accords en Italie, c'est pas les mêmes accords en Pologne, en Allemagne, etc. Et donc c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, on va arriver en dernier. Il y a trois grands consortiums. Il y a Visa, American Express, je crois, et puis j'en oublie un. Mastercard. Ouais, c'est ça. Donc il faut qu'ils négocient avec les trois et, si possible, pour taper fort, arriver avec les accords avec les trois. Alors un autre sujet, oui. Je suis d'accord. Ouais. Moi, je pensais qu'ils pouvaient négocier avec ces gens-là au niveau mondial et dire, voilà, Apple Pay est disponible partout. Et ben, il semblerait que non, que les législations de chacun des pays posent quand même des problèmes. Un autre sujet qui nous concerne davantage, nous, c'est ce qu'on appelle en anglais le personal pick-up. Alors c'est très tendance dans le monde général du commerce, puisque même les supermarchés, ils sont venus, c'est un peu l'équivalent des drives en fait, à l'échelle des Apple Store. Oui. En fait, on peut commander en ligne et venir récupérer le produit dans un Apple Store. Donc, ce qui ne se faisait pas. Si ça s'est fait généralement à Noël à chaque fois, mais ils tendent un peu à le généraliser. Bon, ce qui revient un peu à la même chose chez nous. Vous pouvez venir chez nous et prendre le produit chez nous. Oui. C'est la grande tendance de ce qu'on appelle le clic et mortier, c'est-à-dire qu'on avait deux grands canaux de distribution, le en ligne où on était livré chez soi et les magasins physiques où on se déplaçait, et les grandes enseignes de magasins physiques ont vu venir le danger et se sont diversifiés, soit en achetant des distributeurs en ligne comme Rakuten avec Casino, je crois, et puis Cdiscount pour n'en citer qu'un. Et donc, on a la Fnac maintenant. Darty fait ça aussi. Darty fait ça aussi. Donc, on essaie de mélanger les deux avantages et d'aller au plus près des gens, parce qu'on n'est pas toujours là pour signer et récupérer les colis, ce qui est un frein au commerce en ligne. Alors, on va parler de ce fameux bug sur le Mac App Store dont tu parlais en début d'émission, Guillaume. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Alors, tiens, on parlait de chiffrement, c'était justement une histoire de certificat, a priori. Je vais passer en fait un peu sur les détails très techniques, mais grosso modo, a priori, Apple récemment a augmenté le niveau de sécurité dans ces certificats. Alors, le système des certificats sont des systèmes de confiance. Vos ordinateurs intègrent des certificats, par exemple, qui dit que quand vous téléchargez une mise à jour de chez Apple, on vérifie que la mise à jour provient bien de chez Apple. Et pour ça, il y a un certificat qui est émis au départ par Apple, qui est installé sur tous les Macs par défaut, puis on peut rajouter d'ailleurs des certificats. Là, il y a eu un bug a priori dans le Mac App Store qui faisait que le jeudi matin, il y a donc une dizaine de jours, lorsque vous lanciez une application qui était téléchargée depuis le Mac App Store, cette application, d'un seul coup, disait cette application est endommagée, mettez-la à la corbeille, elle ne peut plus fonctionner. Elle fait bon, alors ça arrive sur une application, vous inquiétez, vous dites ok, bon, why not. Quand ça vous arrive sur 3-4 applications téléchargées du Mac App Store, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Ah oui. Ça pose en fait, du coup le bug a été corrigé, mais ça a mis longtemps. La solution souvent consistait à dire je me réauthentifie pour du Mac App Store. Parfois il fallait retélécharger
l'application, donc il n'y a pas eu de solution vraiment émise tout de suite par Apple, et le bug a mis quand même presque une bonne journée à être corrigé. Et Apple a réagi relativement tardivement en faisant un communiqué, genre le lundi, je crois, suivant. Donc c'était franchement pas très cool. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, Apple n'a pas fait grand-chose pendant quelques temps, et les solutions n'étaient pas évidentes. Alors, oui, parce qu'on voit qu'il y avait une commande dans le terminal notamment à taper. Hein. Oui, alors il y en a qui utilisaient une commande dans le terminal. Pour certains, parfois il fallait redémarrer l'ordinateur. Enfin, c'était pas Jojo, on va dire. C'était pas Jojo. Et ça pose en fait la grande question de toutes ces applications qui reposent sur des systèmes d'authentification à distance qui font que vous avez votre programme. Là où on voit que l'informatique est un peu problématique par moment, il y a 15 ans, quand vous achetez une licence d'un logiciel, vous allez en boutique acheter votre logiciel, vous dites « Bonjour, monsieur Eli, je viens acheter une licence de Microsoft Office », et vous donnez une grosse boîte avec votre Microsoft Office dedans. Vous installiez vos 40 disquettes d'Office sur votre ordinateur. Je crois que c'est ça, le Office 4.2.1 à l'époque, je crois que sur Mac, c'était une quarantaine de disquettes, hein, quand même. 4.2.1, ça nous ramène à un temps... Hein, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. J'ai failli te citer PGP tout à l'heure, tu sais, pour le cryptage. Hein. Pretty Good Privacy, qui avait été le logiciel historique de cryptage. Ça existe toujours d'ailleurs. Donc là, on est à Office. On est à Office en 40 disquettes maintenant. Ouais. On est hyper à la pointe de la modernité ce soir. Est-ce qu'on rappellerait pas aux plus jeunes ce que c'est qu'une disquette? Ah oui, t'as raison. Vous regardez dans votre logiciel Word, les petites icônes où il y a marqué enregistrer. Enfin, pour enregistrer votre document, c'est ça une disquette. Et papy et mamie vous expliqueront comment ils utilisaient des disquettes il y a quelques années. Donc tout ça pour dire que voilà, c'était simple. Vous n'avez pas téléchargé quoi que ce soit, vous mettiez votre logiciel, alors c'était un peu long, vous mettiez le numéro de série, mais après vous y OK, et c'était fini, ça marchait. Maintenant, les développeurs les grosses sociétés, ont décidé que pour lutter contre le piratage, on allait faire des systèmes d'activation de logiciels. Et on va vérifier régulièrement si votre logiciel, vous avez vraiment le droit de l'utiliser. Et c'est une plaie. Et c'est une plaie parce qu'en plus, du coup, ça pénalise les utilisateurs qui ont acheté leur licence logicielle à plein niveau. Récemment, il y a eu Adobe, par exemple, qui a eu une panne pendant une journée de ses serveurs qui a fait que vous arrivez le matin pour bosser, vous ne pouvez pas bosser. Parce que votre logiciel, il dit « Non, moi, je ne peux pas m'activer. » Super. Eh oui. 500 € ton logiciel, je vous promets 300 €, mais tu ne peux pas l'utiliser. Il y a eu récemment, j'ai un copain qui m'expliquait que par exemple que Office 2016 régulièrement contrôle l'activation vérifie s'il a une licence active. Tu es dans le train, tu lances ton Word, et tu as une chance que des fois ils te disent non, j'ai pas accès à Internet, je peux pas me connecter, je peux pas activer le logiciel. Mais donc ça a été quoi l'origine de cette panne? Donc la panne apparemment c'était un certificat Apple avait changé un certificat. C'est quoi un certificat? Un niveau de sécurité plus gros, et certains logiciels n'avaient pas encore été mis à jour parce qu'Apple n'a pas bien communiqué dessus, et du coup ça a bloqué pas mal, et Apple a dû revenir en arrière sur un ancien certificat pour que ça puisse passer correctement. Alors c'est quoi les développeurs en disant attention, mettez à jour vos logiciels, mettez à jour avec le nouveau certificat pour que ça puisse passer. Donc c'est un peu beaucoup la faute d'Apple, et surtout ça montre que le Mac App Store est pas très bien considéré par Apple par rapport à l'iTunes Store. Ouais. Les développeurs se plaignent beaucoup du Mac App Store, qui font que le développement de leur logiciel est plus compliqué, qui fait que aujourd'hui, ils ne peuvent pas forcément mettre toutes les fonctions qu'ils veulent dans leur logiciel parce que Apple intègre des règles très strictes de développement pour les logiciels du Mac App Store. Et financièrement, pour eux, ils ne s'y retrouvent pas forcément. Apple ne communique pas beaucoup dessus. Enfin, les avantages du Mac App Store pour les développeurs ne vont pas forcément contrebalancer les inconvénients. Et on voit de plus en plus de développeurs qui décident de sortir du Mac App Store pour finalement proposer leur logiciel directement en téléchargement. Et ils disent que l'impact finalement est pas forcément violent pour eux, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais parce qu'Apple aujourd'hui ne fait pas un très bon boulot sur le Mac App Store, qui est un logiciel en plus qui est à mon goût pas très ergonomique, qui est pas forcément très fiable sur pas mal de points. Et c'est un peu dommage parce qu'avec un peu plus d'amour et de développeurs, elle pourrait faire un truc assez sympa. Ok, je vais reprendre un peu le cours de vos tweets sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. Alors forcément, on a déjà abordé pas mal de sujets. Donc on a Céline qui nous disait à propos d'Apple Pay que le paiement sans contact ne convainc pas trop en France en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes les uns les autres abonnés avec votre carte bancaire à un système de paiement sans contact. Est-ce que vous l'utilisez ? Ouais. Oui. Moi, je l'utilise parce que j'aime bien la technologie, mais je pense que Céline réagit à un sujet qui est passé au 13h sur France 2 avec tous les chiffres qui montrent qu'en fait, en France, l'utilisation est extrêmement faible.
Donc les Français ne sont pas convaincus par ce système. Ouais. Bon, nous on est un peu technoïdes, hein, donc je ne dis pas que je l'utilise tous les jours, mais pour le fun, quand je vais à la boulangerie, je tape avec la carte. Hein, c'est rigolo. Mais Monéo avait déjà été un échec total, hein, faut dire. Oui, tout à fait. Non, mais les commerçants sont pas au courant en plus. Ah, ils le sont parfois, si. L'autre jour, attends, je suis arrivé chez mon coiffeur, j'ai vu qu'il y avait le logo, il me dit vous pouvez approcher votre carte, j'ai fait tuc, et puis mais comment vous avez fait? Vous pouvez, avec votre terminal de paiement. Alors, c'est en dessous de 20 €, donc maintenant, si vous montrez trop le prix de la coupe, ça va poser problème. Mais en tout cas, ça marche. Enfin, voilà. Après, ça pose des questions de sécurité. Le problème, c'est que là aussi, on a vu que au niveau de la sécurité des informations qui circulent sur la carte en NFC, c'est pas top. Et après, le paiement sans contact, ça décolle pas parce qu'Apple ne propose pas Apple Pay. Vous verrez qu'à partir du moment où Apple Pay sera fonctionnel en France, ça va décoller. Ouais, alors je pense que tu vas prendre cher sur Twitter parce que je sais pas si on peut communiquer les coordonnées de ton coiffeur, mais c'était récent. C'était quand? Je suis pas allé depuis une semaine, depuis un mois, ça va. C'est ça. Bon, J'ai un peu l'esprit d'escalier, mais c'est que certains commerçants ne prennent pas la carte bleue en dessous de 10 €. Ouais. Donc, étant donné que le sans contact ne marche pas au-dessus de 20, du coup, il y a une fenêtre. Hein, donc, il ne faut pas que. Oui. Voilà, il faut que ça soit plus de 10, mais moins de 20. Voilà. Ça va bouger. Et comment dire, cette adoption cette proposition d'Apple Pay et l'adoption du sans contact va se faire au fur et à mesure du renouvellement des terminaux de paiement au fur et à mesure que les sabots physiques deviennent obsolètes. Oui, mais il y a un problème en France qui est la commission année. perçue par les banques. Parce que, par exemple, admettons qu'une banque te prenne 30 centimes de commission, tu vas acheter une baguette, le boulanger, il a bouffé sa marge. Hein, donc, il faudrait que les commissions soient un peu proportionnelles au montant, et en tout cas pour les paiements sans contact. Parce que sinon, il y a ça devient juste la folie. des trucs réglementaires qui vont mettre un peu d'ordre là-dedans. J'espère. Mais À sinon, propos, sur Apple Pay, puisque Jean-Christophe nous a fait une remarque sur Twitter en disant qu'Apple vient d'embaucher un Français pour s'occuper d'Apple Pay. Eh bien, écoute Jean-Christophe, si tu as son mail ou son nom, on va faire du lobbying pour qu'Apple Pay arrive en France. On va tout de suite l'appeler. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire du lobbying. Ouais, on peut être sûr qu'il ne répondra pas, surtout. Après, simplement, les ressources sont finies, quoi. C'est-à-dire que tu veux des gens qui puissent développer la technologie partout. Pareil, après, tu veux mettre en place ça au niveau bancaire en France. Ça demande une coordination, qui n'est pas forcément évidente. Et puis voilà. Donc, je pense qu'Apple pose ses jetons un peu partout, petit à petit. Ils ont commencé par l'Angleterre. Je pense que pour 2016, on va être bon, quoi. On disait un mot tout à l'heure des différents OS d'Apple. On a une question de Titou qui vous demande à vous, heureux possesseurs du nouvel Apple TV, est-ce que les applis tvOS se multiplient ou pas? La réponse est oui, mais c'est de plus en plus compliqué puisqu'il y en a plus à trouver. Aux États-Unis, ils viennent d'ajouter, c'était une des infos d'aujourd'hui, maintenant plus de catégories parce que juste en mettant tendance profitable et gratuite, ça a commencé à devenir juste trop compliqué. Donc, c'est dans le store US, mais pas encore dans le store français. Donc, plus il y en a, plus c'est compliqué à les trouver. D'accord. Ok, Ellie. Voilà, vous continuez à nous faire remonter vos messages, vos réactions via Twitter avec le hashtag iWeekTV. Il nous reste encore un quart d'heure à passer ensemble dans ce numéro d'iWeek. On va continuer à dérouler l'actu. Alors, on était sur le Mac App Store à l'instant. Ellie, est-ce que tu es fan d'Adèle, par exemple, toi? J'ai les 2 premiers albums, oui. Ouais. Est-ce que tu vas acheter le nouvel album? Celui qui ne va pas être disponible dans Apple Music. Voilà, c'est ça. J'ai écouté le single. Bon. Tu ne fais pas partie des millions qui l'ont déjà regardé. Bon, et les garçons, est-ce que vous êtes fans d'Adèle les uns les autres? Pas en ce qui me concerne, non.
Non, je suis pas fan, mais j'aime beaucoup la chanson Skyfall qu'elle avait pris et qu'elle avait fait pour l'avant-dernier James Bond. J'avais vraiment trouvé très chouette. Enfin, bon, c'est une super artiste. Par contre, c'est vrai que le positionnement aujourd'hui de dire on refuse d'aller sur le streaming est un peu surprenant, même si je peux comprendre qu'ils préfèrent privilégier peut-être pour le lancement la vente physique. Mais est-ce que ça va vraiment aider à lutter contre le piratage? Je suis pas sûr, quoi. Je suis pas sûr que la stratégie soit vraiment gagnante pour eux. Bon, c'est un peu dommage. C'est ça la raison avancée par Adèle. J'ai pas vu de raison réellement avancée. Je fais que supputer. Mais bon, c'est surprenant en fait. C'est assez surprenant qu'ils décident finalement de bloquer un peu le streaming là-dessus. Enfin, de toute façon, le streaming reste toujours une solution un peu complexe en termes de gestion de droits. Là, je suis tombé encore l'autre jour sur un album sur Apple Music où je me dis, tiens, c'est sympa cet album, mais en fait, il y avait que 5 morceaux sur les 11 qui étaient dispo dans streaming. Pourquoi les 6 autres n'étaient pas dispo? Mystère. Ouais. C'est les mystères de l'iTunes Store par moment, enfin, d'Apple Music. En fait, on peut acheter l'album sur l'iTunes Music Store, mais on peut pas écouter l'album en streaming. C'est ça, Oui. C'est ça, oui. C'est un problème de segmentation de l'offre. Il y a un truc rigolo sur Adèle. Justement, en ce moment, il y avait un concours d'imitateurs d'Adèle aux États-Unis, parce qu'elle est très populaire, et elle s'est présentée elle-même incognito au concours d'imitateurs d'Adèle. Et au départ, personne ne l'a reconnue, donc ce qui prouve qu'elle a un certain sens de l'humour. Il faut dire qu'elle était maquillée. Hein. Elle avait un faux menton, un faux nez, et c'était tellement énorme que personne n'a imaginé que ça pouvait être elle parmi les candidates. Enfin bon, on s'écarte un peu du sujet, je crois. On s'écarte un peu du sujet. On va revenir à des sujets un petit peu plus terre à terre avec Microsoft. ça va nous changer d'Adèle. Microsoft qui met fin à son offre de stockage illimité. Le fameux OneDrive, si vous en avez déjà entendu parler. C'est pas le premier à avoir tenté l'expérience et en avoir fait les frais quand même. Hein. Alors les frais, faut relativiser quand même. Oui, non mais l'idée c'est qu'il y a quand même de gros utilisateurs de ce genre de service quand les vannes sont ouvertes. Alors oui, puis en même temps, les gens disent les trucs débiles. On te dit ok, vous avez une offre illimitée. Alors les gens viennent. Après, les gens utilisent l'offre. Et alors, on te dit ah mais non, vous l'utilisez. Mais alors, pourquoi vous proposez une offre illimitée? Je veux dire, faut pas être débile non plus. Soit l'offre effectivement est illimitée et il y a que des gens qui en ont profité. Donc c'est vrai qu'il y en avait un, apparemment, il a utilisé 75 téraoctets de stockage. Bon, là, il faut vraiment en vouloir. Hein. Mais il n'y a rien de chez Microsoft qui disait à la base c'est pas bien quand même de télécharger. Et en plus, c'est débile. Moi, je trouve qu'au niveau marketing, c'est super mauvais. Parce qu'en fait, ils vous font une offre en disant ok, vous pouvez y aller, vous pouvez utiliser notre stockage. Et la plupart des gens ne le feront pas. Parce que même si tu as 1 téra de données ou illimité, tu vas pas stocker tes données de façon illimitée chez Microsoft. Il y a eu 1 cas ou 2 de gens qui ont abusé, qui étaient au-delà du quota, et du coup, tout le monde paye. Je veux dire, c'est complètement crétin. C'est pas le coût que ça va impliquer pour Microsoft d'avoir des gens qui utilisaient un peu plus de données que ce qui était prévu, que ça va avoir un impact fondamental sur le reste des utilisateurs. Faut arrêter. Ou alors Microsoft, il faut qu'ils changent de métier. Enfin, je sais pas. Donc du coup, je pense que c'est un très mauvais... Au niveau marketing, ils ont envoyé un très mauvais message en disant mais attendez, mais finalement, on vous a vendu un truc, mais finalement, non, on n'a pas envie. Alors que je pense que techniquement, il n'y avait rien qui empêchait qu'ils l'encaissent. Leurs infrastructures Azure, elles sont très costauds. En termes de stockage, pour eux, à mon avis, ça leur coûtait peanuts par rapport à ce que ça pouvait leur apporter au niveau marketing. Je pense qu'ils ont fait un très mauvais coup en faisant ça. Très, très mauvais. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Non, c'est pas la première fois. Mais c'est pas une excuse. Qui a réussi à uploader 75 de l'iPhone, souvenez-vous. Et puis, moi, je me souviens, quand le câble est arrivé à Bordeaux, c'était un progrès énorme par rapport au RTC qui coûtait la peau des fesses parce qu'on payait à l'unité sur la connexion par le téléphone. Et très très vite, l'illimité est devenu limité. On a mis des quotas d'émission et de réception de données parce que, soi-disant, les gens sauvegardaient l'intégralité de leur disque dur en ligne en utilisant donc la fibre. C'est complètement stupide. Mais bon, c'est inhérent à la vente d'illimité, je crois, ce type de réaction stupide.
Non, mais en plus, le pire, c'est que voilà, ils ont réduit leur offre de façon drastique. L'offre en fait limitée, l'offre de base qui était à 15 Go, il passe à 5 Go, comme Apple. Ouais, bien joué les gars. Alors qu'on se plaignait déjà que l'offre Apple sur le cloud était pas terrible. Là, ils reviennent en arrière. Enfin, au niveau marketing, je trouve que Microsoft a été nullissime. Ouais, Kyle est d'accord avec toi, hein, Guillaume, sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. Microsoft s'est complètement planté, c'est vrai, au niveau marketing. Voilà, et Kyle est souvent d'accord avec moi, je pense oui, c'est sûr. Et puis Jean-Christophe vous invite très chaudement à écouter, à acheter l'album d'Adèle. Et d'ailleurs, il avait même précommandé, c'est pour vous dire si on a affaire à un fan. Jean-Christophe annonce d'ailleurs à l'instant qu'en fait il va offrir l'album à tous les gens qui le suivent sur Twitter. Sympa. Yes. Après Microsoft et le monde, on va revenir à des sujets plus franco-français avec le feuilleton marseillais de l'Apple Store de Marseille. Et là, je suis sûr qu'Ellie a quelques idées sur la question. Ça fait combien de temps? Ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans qu'on en parle de cet Apple Store, Ellie? Même plus. Hein. Je crois que c'est un des premiers qui a été cité en France, puisque le projet des terrasses du port est un projet assez ancien. Et dès le départ, Apple avait dit qu'ils y seraient. C'était bien avant qu'on parle d'Apple Store 2X, etc. Donc c'est une sorte de serpent de mer. On l'annonce depuis longtemps, mais il n'arrive pas. Il vient d'être encore repoussé, je crois, au printemps 2016. Ouais, dans le meilleur des cas. Hein. Oui. Ouais. Est-ce qu'Apple a commencé son recrutement d'ailleurs sur cet Apple Store ou pas? Je crois pas. Non, toujours pas. Ah bah du coup, non, je pense que... Non, moi j'ai pas entendu de bruit quoi que ce soit à ce niveau-là. Ce serait un peu tôt. Ça bouge du côté de l'Irlande pour Apple en revanche. C'est une info qui a pas mal circulé dans les grands médias même ces derniers jours. On avait l'impression que l'Irlande pouvait être une base qu'Apple allait délaisser. En fait, l'activité en Irlande va encore augmenter. Oui. Je crois qu'ils recrutent 1 millier de personnes, mais on ne sait pas encore très bien pourquoi faire. Ça représente environ 30% de leur personnel sur Cork. Oui. Cork est historiquement une des villes Apple. Hein, donc depuis des années, ils avaient des usines à l'époque qui fabriquaient des Mac pendant très longtemps. Après, ils ont délocalisé la fabrication des Mac. Mais aujourd'hui, une grosse partie du support et de la formation, je crois, et une grosse partie de la logistique, en fait, sont toujours à Cork. Ouais. Oui, on peut en dire 2 mots. C'est vrai. Parce que oui, vas-y, Gilles. On a beaucoup, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup bâché Apple en disant vous êtes solidaires, etc. Mais commencez par payer vos impôts en France. Si à l'époque, alors on va revenir encore au calendrier grec, mais si en 85, le plan informatique pour tous, qui avait été monté de toutes pièces autour du Mac et qui prévoyait la mise en place de la sœur jumelle de l'équipe de l'usine qui fabriquait le Mac dans la vallée à côté de Cupertino et qui était la plus moderne du monde, qui n'avait pas son équivalent même au Japon à l'époque. Il était prévu que une centaine de milliers, je crois, de Mac qui auraient été achetés par l'État français pour informatiser les classes et initier les enfants à l'informatique. Finalement, le gouvernement français a préféré choisir des Thomson et du Bull du CWC Honeywell Bull pour les grosses machines. Et du coup, Apple est allé s'installer en France à Cork, mais le deal qui avait été négocié avec le gouvernement français, c'est qu'il y avait un transfert complet de technologie pour cette usine de Lannion. Et on a laissé passer Au passage, sur l'iBook Store d'Apple, on trouve un livre qui s'appelle Passion Apple, écrit par Jean-Luc Michel, qui a bossé avec Jean-Jacques Servan-Schreiber à l'époque du plan informatique pour tous.
Le livre est gratuit et si vous voulez vous intéresser à cette période de l'histoire vraiment très intéressante, téléchargez-le, lisez-le, c'est très bien illustré, c'est assez bien écrit, c'est assez sympa, c'est intéressant de comprendre un petit peu ce qui s'est passé au niveau du plan informatique pour tous dans les années 80 et comment Apple est passé à côté du jackpot en France. Complètement passé à côté, absolument. Le chip, la conclusion. Ah ouais, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Élie, on va se retourner vers toi et peut-être qu'Eddie aura un mot à dire aussi sur les prévisions de vente de l'Apple Watch. Alors, c'est pas des prévisions officielles, mais on parle de 4 millions d'Apple Watch qui auraient été commandés pour être dans les magasins pour Noël. Écoute, je n'ai pas le chiffre officiel. On a tout entendu sur les Apple Watch et Apple continue à ne pas communiquer. Mais en tout cas, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup Apple et ils sont en train de renforcer beaucoup le merchandising. C'est-à-dire qu'au départ, ils ne savaient pas trop comment la présenter, à part dans leur boutique, évidemment, vous connaissez tous le dispositif, mais chez les revendeurs. Ouais. Et donc, ils le font par phase et ils sont en train justement de prévoir pour Noël le fait qu'il y ait une présence massive des Apple Watch dans nos showrooms. Donc, je pense que si les gens la voient beaucoup plus, peut-être qu'ils la commanderont beaucoup plus. En tout cas, le niveau de vente n'est pas en France au niveau où Apple le souhaiterait. Tu veux dire qu'il est inférieur au niveau souhaité, prévu ? Oui, pour l'instant, en France en tout cas, oui. Après, dans le monde, je ne sais pas, mais vous connaissez Apple. S'ils ont décidé qu'ils vont y arriver, ils vont y arriver. C'est-à-dire qu'ils mettront les moyens qu'il faut pour que l'Apple Watch soit présente partout, pour que les gens la voient partout. On a commencé à voir des spots télé, on a commencé à voir des bannières géantes. Mais je crois que les chiffres ne sont pas mauvais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en France, en tout cas, ils ne sont pas là où Apple voudrait que ça se situe. Pour voilà. Digitimes, donc, qui est un site basé à Taïwan, si je ne dis pas de bêtises, ou à Hong Kong, j'ai un doute. En Asie, en tout cas, voilà. Chiffre à 10 millions les ventes que Apple viserait d'ici la fin de l'année. D'autant que l'Apple Watch, ça reste quand même le produit phare chez Apple cette année. C'est vrai qu'en cette fin d'année, il y a eu l'iPad Pro, il y a eu l'Apple TV, mais la vraie nouveauté quand même chez Apple cette année, ça reste l'Apple Watch. Et je pense que effectivement, Apple a envie de concrétiser, de marquer l'essai avec sa montre. Ouais. D'autant que c'est le produit de Tim Cook. Absolument. Et effectivement, c'est le premier produit de Tim Cook en tout cas, oui, Ellie. Oui, donc disons qu'ils mettent les moyens. Au départ, quand on a démarré, ils nous avaient donné des chiffres prévisionnels de vente. Ils nous avaient dit, écoutez, vu ce qu'on en vend dans le monde, vu un peu l'intérêt qu'il va y avoir, vous allez en vendre tant par semaine. Je n'ai pas le droit de vous donner le chiffre parce que sinon je me fais taper dessus. Mais grosso modo, entre ce qu'ils nous ont annoncé et on les a regardés avec des gros yeux en disant mais vous êtes sûr ? Parce que nous, ça nous semble impossible. Connaissant nos clients, connaissant un tout petit peu le marché local, ça nous semble de la science-fiction. On vous dit que vous allez en vendre tant. Ok. On est très, 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 très loin de ces chiffres-là, qui, moi, me faisaient rêver, parce que si j'avais vendu autant d'Apple Watch par semaine qu'ils avaient dit qu'on allait vendre, ça serait le bonheur total. D'accord. Mais on va peut-être y arriver progressivement. Ça veut dire qu'on n'y est pas vraiment. Il nous reste 30 secondes, je voudrais qu'on finisse sur une image. L'Apple Watch n'est pas le seul produit qu'Apple pousse en cette période de course de Noël, avec une campagne assez massive qui a démarré aux US pour l'Apple TV, on en parlait tout à l'heure. C'est plus un hobby. Ah, c'est plus un hobby, Définitivement plus. Là, ils sortent un peu l'arme marketing là, pour pousser l'Apple TV. Donc, on sent que là, ils en veulent un peu plus que ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant, quoi. Donc là, voilà, Apple attaque vraiment le marché de la télé avec l'Apple TV nouvelle génération. Ça, c'est plutôt cool. Et je pense que Jean-Christophe pourra nous le dire la semaine prochaine. Je crois qu'aux États-Unis, ils ont tous les moyens. Puisqu'il y a les chaînes de télé. En France, il nous manque les chaînes de télé sur cette Apple TV. Absolument, les amis. Je vais vous saluer. Il n'y a pas la concurrence des box. Je vais vous saluer rapidement parce qu'on arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été là. On vous embrasse respectivement dans les quatre coins de la France où vous vous trouvez. Merci à vous d'avoir participé, d'avoir été là via Twitter avec le hashtag iWeekTV où la discussion continue entre vous et nous cinq. On se donne rendez-vous mardi prochain, 20h, pour un nouveau numéro d'iWeek, toujours en direct sur Watch TV où les programmes continuent. Salut à tous!